Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette séquence consacrée aux questions et aux interventions du public réuni à l'école alsacienne le 16 février autour de deux questions. La première de deux sujets, un sujet sur la politique intérieure de Donald Trump et un sujet sur sa politique internationale. Et sont réunis autour de moi Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée et essayiste, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Première question, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour votre émission. D'abord, j'ai renouvelé mon abonnement défiscalisé. Et du coup, la question... alors, je ne poserai pas la question sur le wokisme à Jean-Louis parce qu'il y a une superbe émission thématique qui a été faite il y a quelques semaines. Mais c'est surtout sur la responsabilité de Trump dans le cessez-le-feu à Gaza. Parce qu'on lui impute une responsabilité complète et je voulais savoir ce qu'il en était. Merci. Michaela Wiegel. Oui, je peux essayer. Effectivement, c'était encore les derniers jours de l'administration Biden et il y a eu une sorte de dispute à qui la paternité de ce cessez-le-feu. Ce qui est sûr, et on le voit maintenant avec la suite donnée, que dans la mesure où Trump a très clairement signalé au gouvernement de Benjamin Netanyahou de lui laisser main libre, il a effectivement certainement accéléré la volonté ou la pression sur le Hamas. Est-ce que pour autant on peut lui dire que c'est lui qui a forcé ce cessez-le-feu? J'en douterais. Je pense que effectivement, on était déjà sous Biden pas loin de conclure et la pression supplémentaire a fait que il y a eu une accélération en quelque sorte. Mais la question qui, je crois, sous-jacente, si j'ai bien compris, c'est plutôt est-ce que avec tout son entourage et notamment le mari de sa fille Ivanka Jared Kushner, qui est lui derrière cette idée de grand projet immobilier à Gaza, est-ce que tout cela n'a pas été effectivement un facteur auprès des intermédiaires et notamment l'Arabie Saoudite? Et ça, je pense, on peut dire oui. Monsieur. Oui, déjà, je voulais vous remercier pour la qualité des échanges. C'est toujours un plaisir de vous écouter chaque semaine à distance ou ici en présentiel. Ma question, c'est sur le deuxième sujet, sur la politique étrangère. On voit Trump, Musk interférer dans la politique intérieure britannique, dans la politique intérieure allemande avec le soutien à l'AfD. Et j'ai peut-être raté quelque chose, mais j'ai l'impression que la France est plutôt épargnée pour l'instant. Je voulais savoir quel était votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochains mois, les prochaines années, à avoir un soutien peut-être à Marine Le Pen ou à je ne sais qui, ou bien est-ce que la France restera plutôt épargnée? Jean-Louis Bourlange. Oui, je pense que Trump considère que le RN a déjà gagné, donc c'est pas la peine de se fatiguer. Michaela Wiegel. Oui, alors vous avez entendu, on a attaqué indirectement Thierry Breton. Il y a eu une attaque en règle de Thierry Breton. C'est quelque chose qui antédaté parce qu'Elon Musk s'était déjà attaqué aux idées françaises qui avaient inspiré la Commission européenne. Et je crois que effectivement, l'administration américaine a choisi de cibler les Français qui ont forgé cette idée que l'Union européenne devait être une puissance qui fixe ses propres règles, notamment avec le Digital Act pour la digitalisation, enfin pour les acteurs dans les réseaux sociaux, et aussi, plus intéressant encore, sur l'intelligence artificielle. Et c'est quand même les deux domaines où les Américains, et notamment, on a appelé ça les tech bros, autour de Trump, où ils veulent pénétrer le marché européen. Et donc, je pense le conflit, il sera là. Sur ce domaine. Parce que sur ces sujets, c'est vraiment les Français qui sont
beaucoup plus parlant que les autres. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais juste dire une chose par rapport à ça, c'est que je crois qu'on a aussi, nous, du mal à savoir comment traiter Elon Musk. C'est-à-dire que moi j'ai été très frappée du fait que, avant même qu'il fasse ses interventions dans la politique intérieure allemande, on voulait l'inviter au sommet de l'intelligence artificielle et vous regardez les choses début janvier, je veux dire, on avait invité Elon Musk, c'était très important qu'il vienne. Donc on est aussi dans une situation où nous, on est déstabilisés par rapport au fait que Elon Musk a changé. Je voudrais le rappeler. À la fin des années de la décennie 2010, il votait démocrate, il était pour l'accord sur le climat, il a fait Tesla parce qu'il croit au réchauffement climatique. Et donc il y a la question aussi de savoir comment ça peut se passer avec Elon Musk, sachant que pour l'instant, il est dans un total couple, si je puis dire, politique et avec Trump. Mais qu'est-ce qui va se passer à terme? Je rappelle que 4 ans, c'est long, et même 2 ans, c'est long avant les midterm elections. Oui, on peut aussi ajouter peut-être qu'il y a une chose se passe en sens inverse, c'est-à-dire que c'est pas, pour le moment, il n'est pas très apparent que Trump et ses alliés soutiennent l'extrême droite en France. Par contre, le contraire semble tout à fait apparent, si on en juge notamment par le mal que se sont donnés aussi bien les gens du Rassemblement national que les gens, je ne sais plus quel est le nom du parti de monsieur Zemmour, mais lui et Madame Knafo pour être quelque chose. C'est un problème pour eux. Oui. Le trumpisme du Rassemblement national est une faiblesse importante du Rassemblement national dans les combats politiques des 2 prochaines années. Oui, surtout si les gens de la droite plus classique exploitent cette faiblesse comme ils devraient être en droit de le faire. François Bujon de l'Étang. Donc je voulais juste faire une remarque incidente sur tout ça. C'est que d'une façon générale, Washington n'aime pas s'adresser à l'Europe. Et au fond, quand on dit que Trump est plus à l'aise avec les despotes comme Poutine ou comme Xi Jinping, c'est tout à fait exact. Mais dans les administrations américaines pendant lesquelles j'ai servi à Washington, l'administration Clinton puis l'administration Bush, il y avait déjà cette difficulté d'obtenir que Washington accepte de s'adresser à Bruxelles. Au fond, comme Poutine d'ailleurs, ou comme Xi Jinping, ils n'aiment pas Bruxelles. Ils aiment Paris, Berlin, Londres, ça ils connaissent. Mais les faire parler. Alors, ce qui va être très très embarrassant, c'est que nous allons entrer dans une guerre commerciale avec l'administration Trump, il n'y a aucun doute, parce qu'il n'a pas encore annoncé les mesures dont il allait frapper les produits venant de l'Union européenne, mais ce n'est que d'attendre, ça va venir. Et là, c'est Bruxelles. Et c'est une compétence vraiment communautaire qu'il va falloir mettre en avant, et vous verrez que l'administration américaine fera tout à ce moment-là, non seulement pour tenir la dragée haute, mais pour essayer de séparer le front commun des puissances européennes. Ce sera une constante. Le fait qu'il s'attaque à Thierry Breton, c'est pas tellement parce qu'il est un Français, c'est parce qu'il a émis des idées qui sont évidemment très gênantes pour les oligarques qui aujourd'hui se rallient avec enthousiasme à Monsieur Trump. Monsieur. Alors bonjour à tous. C'est rare en tout cas d'avoir du nouvel esprit public autant d'unanimité autour de Trump, de ce qu'il fait aujourd'hui. C'était un consensus absolu, donc bravo. Mais il faut se demander aussi est-ce qu'on peut prendre un parti inverse et de se dire est-ce qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. Il se passe qu'hier soir j'étais dans un dîner avec des gens bien pensants, parfaits, etc. Et puis un d'entre eux a dit mais après tout finalement une démocratie libérale c'est peut-être pas plus mal en fait pour remuer tout ça. Ok. Alors évidemment, moi je me suis révolté contre ça parce que de tout mon cœur, de tout mon être. Mais cette nuit, je me suis dit quand même, ça fait quand même 40 ans qu'on est entré en léthargie en France, en décroissance permanente. Est-ce qu'il faut pas maintenant un gros choc? Et puis comme je suis profondément européen, est-ce qu'on peut pas imaginer demain un gros choc, un électrochoc à la Trump au niveau européen? Oui, Jean-Louis Bourlange. Oui, je veux que vous êtes comme moi, vous dormez pas la nuit. Et écoutez, moi je sais pas, les gros chocs, je me méfie toujours. Hein. C'est comme les gens qui vous disent on n'a pas tout essayé. On peut essayer le RN. On n'a pas tout essayé. Non, on a essayé le vin blanc, on a essayé le vin rouge, on a essayé l'eau minérale. Je vous conseille pas d'essayer l'eau de Javel. Et là, le gros choc, c'est que je vois pas en France. D'où viendrait ce gros choc? Parce que ce qui est frappant, c'est à quel point les deux extrêmes, qui sont assez proches, de ce point de vue-là, les connivences entre les deux extrêmes en France reproduisent un peu les connivences Trump-Poutine aussi. On a la même sorte de points communs. Ce sont des gens qui ne
appelle absolument pas au sursaut mobilisateur. La solidarité avec l'Ukraine a toujours été refusée et par le RN et par LFI. La solidarité européenne dont François Bujon-Letang vient de rappeler à quel point elle était essentielle et embarrassante pour l'administration américaine, a toujours été écartée comme totalement inutile et abusive. La politique sociale, ce sont quand même des partis qui seraient très heureux qu'on fasse la retraite à 60 ans, ce qui est quand même assez singulier. Donc ce ne sont pas du tout des partis, par exemple la droite, ce n'est pas du tout un parti de droite qui incarne certes quelque chose d'autoritaire qui serait déplaisant, mais en contrepartie d'un redressement volontaire qui serait puissant. Non, on a la double peine. On aurait à la fois un raidissement autoritaire et un investissement populiste. Donc je suis d'accord sur le gros choc, mais je ne vois pas qui va le donner. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense que dans la question du choc, il y a évidemment la question de l'incarnation. C'est pas qu'on ait envie d'avoir un Poutine ou un Trump, c'est qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui sache leur rétorquer. Je pense que ça, c'est un point important. Et au fond, c'est là-dessus que fonctionne ce sentiment. Après, par rapport à ce que disait François tout à l'heure sur l'Europe, on voit bien qu'il y a quand même une discussion sur qui peut incarner l'Europe. C'est-à-dire que on n'imagine pas que ce soit Ursula von der Leyen qui puisse incarner l'Europe par rapport à Trump ou Poutine. Et ça, c'est un sujet. On discute depuis 35 ans sur est-ce que l'Europe doit être fédérale ou est-ce qu'elle doit être celle de la coopération entre des grands États. Moi, je pense que l'idée, c'est qu'elle doit être davantage dans la coopération entre des grands États, en tout cas s'il faut construire la politique de défense. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'il faut imaginer, c'est une forme d'incarnation de l'Europe qui devrait fonctionner avec du collectif. Et ça, c'est la difficulté, parce qu'on n'imagine pas un leadership qui soit collectif face à la puissance. Et ça, c'est une invention à faire, ça me semble important. Et puis, je voudrais quand même dire une chose par rapport à la question de Trump, c'est qu'on l'a quand même dit, c'est une espèce de construction virtuelle à toute vitesse et une sorte de manière de nous prendre de vitesse en nous impressionnant, en nous sidérant, etc. Mais il y a des principes de réalité. Quand même, dans les dîners en ville, on peut dire qu'il y a un sujet de réchauffement climatique, qu'il y a un sujet de pandémie, qu'il y a des questions économiques. Et donc, c'est bien d'avoir un effet Trump au sens de l'incarnation et au sens de la question d'une incarnation qui soit démocratique, mais qui soit forte. Mais il faut aussi rappeler aux principes de réalité, et c'est bien ça le sujet, c'est qu'à la fois l'extrême droite et Trump et Poutine, et moins que Xi Jinping quand même, ils sont dans l'idée de nier la réalité, et ça, c'est un point sur lequel on peut dire quelque chose. Je pense que dans les thèmes qui sont mis en avant par Trump, il y a aussi celui qui est mis en avant ô combien par Javier Milei en Argentine. C'est celui de la diminution, même de la réduction à cuilla de la fonction publique. Et on voit bien que c'est un des thèmes qui trouve le plus d'écho et qui est le plus repris, et pas seulement dans les dîners en ville, dans les conversations de bistrot également. Et je pense que le parti qui s'emparera de cette question pour la traiter comme elle le mérite, c'est-à-dire non pas en termes de diminution ou de tronçonneuse ou de destruction des administrations publiques, mais de réorganisation de ces organisations publiques. Je parlais tout à l'heure du chapitre que Clément Beaune consacre dans son livre à la question de la liaison Clermont-Ferrand, dont il faut rappeler qu'aujourd'hui, on met plus de temps pour aller en train de Paris à Clermont-Ferrand qu'on en mettait du temps de Pompidou quand la ligne a été créée. Je pourrais prendre d'autres exemples, notamment... Dieppe, c'est effrayant. Et quelques autres, et la ligne Bordeaux-Nice, qui est une catastrophe. Mais je pourrais prendre aussi l'exemple de la ville de Paris, dans laquelle la fonction publique est pléthorique, mais où la question est, entre autres, celle de sa réorganisation. Pourquoi ? Parce que la ville de Paris, c'est la succession de la préfecture de la Seine. Et aucun maire de Paris n'a jamais eu le courage de remettre en question l'organisation et la répartition du travail entre les différentes administrations. Ce qui fait qu'à la ville de Paris, il y a des administrations qui sont absolument en sous-effectif par rapport aux missions qui leur sont données, où il y a des missions qui ne sont pas accomplies parce qu'il n'y a pas de service pour les accomplir, et il y a d'autres administrations dans lesquelles on peut tranquillement jouer aux cartes toute la journée ou célébrer les mérites de la maire de la ville. Ça demande un grand courage que de réorganiser des services publics, mais c'est beaucoup plus utile que de les supprimer avec la brutalité de M. Milei ou de Donald Trump. Simplement, il y a quelquefois
de bonnes questions qui ont de mauvaises réponses et un certain nombre de ces réponses données par l'administration de Trump sont de mauvaises réponses données à de mauvaises questions. Oui, c'est ici. Merci. Moi, je voudrais revenir sur le parallèle que fait Jean-Louis Bourlange avec donc Trump, Poutine et Xi Jinping. Il y a quand même une différence, c'est que Trump a été élu dans des conditions complètement démocratiques. Donc, je pense que une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est pourquoi il a été élu, qu'est-ce qui a péché de l'autre côté, quel ménage on fait. Et là, il y a vraiment un vrai problème. Et si on oublie pourquoi les gens ont préféré Trump aux démocrates, là aussi, en France et partout, il faut se poser la question. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je suis d'accord avec le fait que M. Trump a indiscutablement été élu démocratiquement, même si le souci de la démocratie n'est pas le souci premier, comme il l'a montré il y a un peu plus de 4 ans dans l'affaire du Capitole. Et d'une façon générale, dans la façon dont sa campagne a été conduite, notamment la première fois, où il apparaît maintenant rétrospectivement très clairement que les manipulations, notamment d'origine russe, ont été assez décisives sur une victoire qui était quand même très limitée, puisque à l'époque, Madame Clinton avait eu beaucoup plus de voix que Monsieur Trump. Mais là, il est indiscutable que Trump a eu une victoire, 1,5% de voix en plus. Il y a donc une majorité dans le peuple lui-même. Et là où ce qui va tout à fait dans votre sens, c'est qu'on voit bien que cette victoire s'amplifie, avec notamment les ralliements qu'on a évoqués tout à l'heure de tout un ensemble de gens de la côte ouest, qui était en principe la citadelle de la liberté démocrate par rapport à la fermeture trumpiste. Et donc on a ça. Moi, je ne dis pas du tout que la révolution trumpiste ne soit pas appuyée sur une majorité de l'opinion. Poutine, on ne sait pas, parce que Poutine, c'est n'importe quoi. Donc, de toute façon, les pratiques, la procédure démocratique en Russie, ça n'existe pas. Donc, on ne sait pas du tout le degré de popularité. Et si, notamment, on lui tient rigueur d'avoir emmené quand même le peuple russe dans une aventure extrêmement coûteuse en termes de souffrance et de vie humaine. Mais en Amérique, c'est indiscutable. Et c'est indiscutable qu'en France, on a quand même une majorité d'électeurs qui qui ont voté lors des dernières élections législatives pour des partis qui étaient des partis de complaisance à l'égard de Poutine, de très grande méfiance à l'égard des mécanismes de la démocratie libérale et représentative, et d'hostilité profonde aux mécanismes d'économie de marché et d'État-providence tels qu'ils ont été établis en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on a véritablement, c'est ça qui est inquiétant. On a une vague de fond idéologique qui, ça je le dis depuis longtemps, mais c'était avec Poutine. Maintenant on a Trump, on a une vague de fond idéologique qui secoue très très profondément l'édifice établi en 1900 après la Seconde Guerre mondiale et préparé dès la révolution wilsonienne qui a avorté parce que Wilson s'est égaré et que l'Amérique s'est repliée sur l'isolationnisme dans les années 20, mais malgré tout il y avait ce corpus qui était là, qui s'est imposé à la libération après la Seconde Guerre mondiale, et c'est ça qui est en train de voler en éclats très profondément dans un grand nombre de pays. Et c'est ça qui me paraît extraordinairement préoccupant. On voulait aussi dire quelque chose, Jean-Louis. Mais alors, allez-y, dites. J'étais pris. Non, vas-y, François. Vas-y. Donc, je voulais dire que Trump n'est pas sorti de nulle part. Bien sûr, il a été élu cette fois-ci de façon absolument indiscutable et très très nette. Il a gagné le vote populaire, ce qu'aucun président républicain n'avait réussi à obtenir depuis 20 ans. Le dernier à l'avoir obtenu était Bush II pour son deuxième mandat. Mais Trump n'avait pas eu le vote populaire. Comme vous savez, Mme Clinton avait 3 millions de voix de plus que lui en 2016. Mais cette fois-ci, il a gagné le vote populaire. Il a gagné tous les États qu'on considérait comme les battleground states. Il y en avait 7. Il les a gagnés tous les 7. Il a emporté 30 États sur 50. Sa victoire est tout à fait éclatante et absolument indiscutable. Alors, elle ne vient pas de nulle part. Et ce qui est très important, c'est que il s'est formé aux États-Unis une vague populiste sur laquelle il a
a surfé, cette fois-ci avec beaucoup de brio et de succès, mais elle s'est formée, elle vient de très très loin. Sans même aller jusqu'au 19e siècle où on trouve Andrew Jackson comme aspirateur évident du populisme à la Trump. Rappelez-vous ce qu'était le reaganisme au début, et d'ailleurs le choc, la surprise qu'a été l'élection de Ronald Reagan, dont on ne savait pas du tout qu'attendre quand cet acteur de série B dans les westerns d'Hollywood est devenu président des États-Unis. Mais par la suite, moi je suis par exemple arrivé à Washington comme ambassadeur en 1995, c'est-à-dire un an après les élections midterm du premier mandat Clinton. À l'époque, une vague de populisme avait déferlé avec un leader qui s'appelait Newt Gingrich, qui a été, ceux d'entre vous qui s'en souviennent, le speaker de la Chambre des représentants pendant longtemps et le chef d'une frange du Parti républicain qui était tout à fait réactionnaire et tout à fait populiste. Ensuite s'est développé, je vais très vite, mais le mouvement des Tea Parties qui s'est développé dans les racines, vraiment, dans les grassroots, sous l'administration Bush. Et puis ensuite, vous avez eu Trump 1, et maintenant vous avez effectivement une vague populiste qui va beaucoup plus loin, puisque Trump a conquis tous les leviers du pouvoir et a épuré d'ailleurs le Parti républicain assez largement. Donc il ne fait pas de doute qu'il n'a pas inventé ce qui est considéré comme le Trumpisme et qu'il a surfé sur une vague qui vient de beaucoup plus loin et qu'il est d'ailleurs lui-même assez représentatif de beaucoup de tendances dans l'histoire américaine. Alors ça c'est si vous permettez au passage une idée reçue que je voudrais crever comme un vieux ballon et qui dit c'est un ovni politique, Monsieur Trump. Non, c'est pas un ovni politique. Vous pouvez lui trouver toutes sortes. J'ai parlé d'Andrew Jackson, mais vous pouvez lui trouver aussi évidemment beaucoup d'affinités avec le président McKinley, qui était l'homme des tarifs et l'homme du protectionnisme juste avant Theodore Roosevelt, avec Theodore Roosevelt lui-même qui voulait promener son gros bâton dans tout le pourtour de l'Amérique, et quand il a revendiqué le canal de Panama, on croyait voir Theodore Roosevelt arriver avec son gros bâton. Monroe et la doctrine de Monroe, de nouveau, c'est une inspiration de Monsieur Trump. Il y en a comme ça beaucoup, et il est en effet un pur produit de la vie politique américaine. Alors, ce n'est pas un ami de la démocratie. Il l'a montré déjà dans la façon dont il s'est comporté, notamment au moment de quitter la Maison-Blanche en janvier 2022. Vous vous souvenez du 6 janvier et de tout ce qui s'ensuit. Et il ne faut pas compter sur lui pour défendre les institutions démocratiques de l'Amérique. Ce serait long à développer, mais il fait peser une vraie menace sur la démocratie qui achève de le rapprocher de M. Trump ou de M. Xi Jinping. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais juste rappeler qu'Elon Musk s'est engagé dans les 3 derniers mois de la campagne auprès de Donald Trump, qu'il a dépensé 280 millions de dollars et que le rôle de l'argent dans les campagnes électorales américaines est beaucoup plus important que dans les campagnes européennes, que depuis un arrêt en fait de la Cour suprême qui date à peu près des années 2010, Citizens United, qui a en fait supprimé tout plafonnement des dépenses de campagne. Et donc je pense que entre l'argent, entre le réseau X, entre la façon d'utiliser tous les moyens de communication, il y a quelque chose qui est aussi, évidemment, surfe sur quelque chose de plus profond, mais que ça peut expliquer un rapport de force, et que la question de l'argent, il faut quand même l'envisager maintenant dans le fonctionnement des démocraties différemment, arrêter de ne pas en parler, l'assumer, et dire comment est-ce qu'on encadre et qu'on régule. Voilà, et c'est aussi une question qui est posée aux Américains. Monsieur. Bonjour. Alors ma question porte sur la problématique de l'influence étrangère dans les élections démocratiques. Puisque on a déjà vu cette question se poser en 2016 avec la question de l'influence russe sur l'élection de Donald Trump. Ensuite, de manière un peu différente, Trump lui-même a remis en cause la victoire de Biden en 2020. Donc là, cette fois, remise en cause de la légitimité du vote. Et J.D. Vance, cette semaine à Munich, a attaqué très frontalement la décision d'annulation des élections en Roumanie sous influence russe, a ironisé sur les critiques contre Elon Musk et son interventionnisme dans la campagne allemande, en disant l'Amérique a résisté à des années de critiques de Greta Thunberg, vous pouvez bien résister quelques mois à l'intervention d'Elon Musk. Et voilà, aujourd'hui, cette question... Comment peuvent faire les démocraties pour juger
quelle est l'influence illégitime ou légitime? À quel point on va annuler les élections? Est-ce que tout ce mouvement-là ne crée pas un danger de crise de légitimité du vote démocratique, que finalement, après chaque vote, on va remettre en question la légitimité du vote? Qu'en pensez-vous? Michaela Wiegel. Oui, je pense que c'est une excellente question parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il faut le dire. Quand le président Obama a parlé lors de la campagne électorale d'Angela Merkel, on n'a pas parlé pour la soutenir, on n'a pas parlé d'ingérence étrangère. C'est en fait quand Joe Biden a dit qu'il aimerait bien que son ami Olaf Scholz reste chancelier, on n'a pas parlé d'ingérence étrangère. Donc effectivement, la limite, elle est très difficile à trouver. Je pense, là où on est en face d'un phénomène nouveau, et c'est pour ça le Digital Act de la Commission européenne est si importante, c'est que quand on a des algorithmes, et on le voit très clairement dans la campagne électorale en Allemagne, qui poussent dans les réseaux sociaux, donc notamment chez les jeunes qui s'informent majoritairement à travers des réseaux sociaux, les idées que Elon Musk et ses amis aimeraient être poussées dans la campagne électorale, là, il y a quand même une distorsion des sujets et effectivement, il y a aussi, il faut se demander, et on va le voir dans une semaine au résultat des élections allemandes, dans quelle mesure, avec nos moyens classiques, traditionnels, c'est-à-dire l'éducation des jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés, est-ce que sur cela, on est suffisamment armé pour justement voir la différence entre des campagnes d'influence ou pas. Et je suis assez d'accord sur ce que Madame avait dit tout à l'heure. Je crois qu'on a minimisé les raisons pour lesquelles les électeurs aux États-Unis ont décidé de donner leur vote à Trump, et on le minimise dans la campagne électorale allemande. Pourquoi des électeurs sont motivés pour voter à AfD? Monsieur. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas une occasion historique de retendre une main vers la Grande-Bretagne, puisque quelque part, vous avez dit, c'est le 51e État des États-Unis, et aujourd'hui, ils sont quelque part trahis par cette nouvelle direction. D'autre part, 65% des Anglais regrettent le Brexit, enfin les résultats du Brexit. Enfin, autre remarque, on va dire une armée du même niveau que des grands pays européens est en Angleterre, qui se réarme. Il y a beaucoup de volontaires pour ça. On a besoin d'actes. Je crois qu'on fait trop de paroles, et moi la mollesse des dirigeants européens me désole. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une occasion historique de faire un peu un pouf-pouf, le Brexit c'est terminé, et de demander à M. Barnier de retendre la main aux Anglais? François Bujon de l'Étang. Vous voulez entamer une nouvelle négociation d'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne? Vous trouvez que c'est le moment? Écoutez, moi nous ne sommes pour rien dans la décision du peuple britannique d'avoir décidé de quitter l'Union européenne. Nous l'avons déploré, ce n'est pas de notre fait, ça vient d'eux. Ils ont un problème identitaire qu'ils n'arrivent pas à résoudre entre l'Europe et le grand large. Les citations abondent sur ce sujet, mais de grâce, ne rouvrons pas ce dossier aujourd'hui. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous avons grand besoin du Royaume-Uni si nous sommes sérieux pour parler de la défense européenne. Et c'est un sujet distinct. Je veux dire, il ne faut pas rouvrir le sujet institutionnel qui est une boîte de Pandore. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que Michel Barnier, à qui je ne veux que du bien, accepterait de reprendre son bâton de pèlerin. Je pense que vous plaisantez. Mais il est clair qu'il faut beaucoup travailler avec la Grande-Bretagne pour ce qui est de la défense européenne. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Les accords de Lancaster House existent, nous construisons dessus, nous avons des programmes communs avec les Britanniques, et il est clair qu'il faut les développer. C'est donc plus sérieux partenaire en matière de défense, nous l'avons toujours dit et toujours démontré, mais il faut le laisser à l'écart, bien entendu, du reste. Quant au 51e État de l'Union, c'était une boutade que j'ai utilisée naturellement. Ne la prenez pas au pied de la lettre, mais
enfin, je trouve que c'est un peu difficile quand même d'ignorer le tropisme américain très très fort du Royaume-Uni. Dès qu'il y a besoin de choisir entre Washington et les capitales européennes, le choix britannique est presque de façon structurelle favorable à Washington, où d'ailleurs on ne rend pas l'appareil. C'est une des choses sur laquelle je suis toujours très étonné. J'ai toujours entendu toute ma carrière les Britanniques parler de la relation spéciale avec les États-Unis. J'ai vécu 20 ans seulement, je le reconnais, aux États-Unis. Je n'ai jamais entendu un Américain parler de relation spéciale avec le Royaume-Uni. Oui, c'est comme le couple franco-allemand. Il n'existe qu'en France. Ouh là là, ouh là là. Nous allons passer à la question suivante. Jean-Louis Bourlange. Oui, j'étais au Royaume-Uni la semaine dernière, dans le colloque franco-britannique. C'est une bonne occasion de voir pas mal de dirigeants. Je crois qu'il y a trois choses qui me paraissent caractériser la situation, et c'est assez troublant. Premièrement, je crois que les Britanniques, de façon générale, sont parfaitement conscients du fait que c'était une vraie sottise. Une très grande majorité des Britanniques sont conscients du fait que c'était une vraie sottise de voter le Brexit et de quitter l'Union européenne, que ça complique tout. Deuxièmement, right or wrong, my country, il n'est pas question pour un peuple fier et orgueilleux comme le peuple britannique de le reconnaître et d'aller à Canossa, si je puis dire, je fais là une transition assez allemande, d'aller à Canossa et de demander une réinscription au club. Donc c'est pas du tout ça. On va faire, comme le suggère François, des tas d'arrangements. Le fait de faire venir le Premier ministre britannique au Conseil européen à dîner, enfin ça, l'Union européenne est extrêmement fertile en innovation de cet ordre. On va faire ça. Mais troisièmement, c'est ça la remarque que je veux faire. Ce Brexit a été l'aboutissement d'une campagne d'information très brillamment menée, mais complètement fallacieuse et frauduleuse, par Monsieur Farage, qui a annoncé que les Britanniques allaient recevoir plein d'argent, qu'on allait... Bon, tout ça s'est révélé entièrement faux, a été jugé entièrement faux par les Britanniques, et c'est ça qui quand même doit nous faire réfléchir. Monsieur Farage est toujours en tête d'un certain nombre de sondages. Il menace très clairement l'hégémonie sur la droite du Parti conservateur britannique. C'est la force des populismes d'occuper un terrain, c'est de pas approfondir, et quand ça va pas, on change de terrain. Il a remplacé le Brexit par l'immigration, et ça marche très bien. Bonjour, Monsieur Farage. Donc ça, c'est quand même très préoccupant sur la façon dont les populations, en règle générale, en Grande-Bretagne comme en Allemagne comme en France, les populations sont vraiment actuellement extrêmement versatiles, changeantes et perdues en réalité face à la difficulté des temps. Lucille Schmitt. Oui, sur ce que tu viens de dire, Jean-Louis. Moi, je rappelle que Boris Johnson avait aussi répandu la fake news que l'Union européenne empêchait de recycler les sachets de thé. C'était quand même un truc assez intéressant. Et par rapport à une question précédente, il y avait le fait que dans le cadre du scandale Cambridge Analytica, il y a eu aussi des ingérences étrangères fortes, notamment russes, pendant la campagne du Brexit. Donc, on sait que partout, les moments de campagne sont vraiment des moments, par rapport à votre question sur la démocratie, qui sont des moments sur lesquels il faudrait imaginer des règles, mais qui soient des règles pratiques, en fait, d'arrêter de faire des grandes déclarations de principe. Et puis sur les Britanniques, je voulais rappeler qu'en 2023, ils ont fait un grand sommet sur l'intelligence artificielle. Ils ont l'intuition des sujets mondiaux. C'est une question de culture de l'île. Et qu'ils avaient proposé de mettre en place une sorte de GIEC de l'intelligence artificielle sur le modèle de ce qu'on fait sur le climat. C'est-à-dire en fait d'avoir une sorte de réunion de chercheurs à l'échelle mondiale et que ça permette d'alimenter le débat public sur les sujets complexes sur lesquels justement l'opinion publique est confuse et sur lesquels on ne peut pas forcément compter sur les gouvernements pour expliquer exactement ce qui se passe, sauf en termes économiques et de compétitivité. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à travailler avec eux sur des sujets qui ne sont pas institutionnels, mais qui sont les grands sujets, en fait, des démocraties de demain. Monsieur. Bonjour. Et merci à Philippe Meyer pour son émission et à nos intervenants pour leurs propos toujours passionnants. Je m'intéresse aux nuits de Jean-Louis Bourlange. Et là, je reste un peu sur ma faim, à vrai dire. Je comprends que ces nuits sont souvent blanches et que donc la solution n'est peut-être pas trouvée. C'est peut-être aussi le cas pour les autres intervenants.
Moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Est-ce qu'il est possible, au-delà de la conclusion qui a émergé, de faire état peut-être des élucubrations nocturnes, des traces d'espoir, même à bas bruit, qui pourraient, au fil des nuits, s'insérer dans les esprits, les bas bruits qu'on peut peut-être sentir en Europe, des mouvements qui pourraient se faire jour et qu'on pourrait peut-être imaginer, encourager pour faire émerger une véritable réponse européenne dont on sait ce qu'elle devrait être, mais dont on ne voit pas par quelle voie, avec un X, ou par quelle voie, ES, elle pourrait émerger. Merci. Vous voulez dire qu'il faudrait que quelques Scheherazade s'installent au chevet de Jean-Louis pour recueillir ses pensées nocturnes. Il y en a peut-être déjà une. Non, mais je répondrai très vite là. On sait très bien. On peut discuter, mais on sait très bien ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire. La question, c'est de savoir pourquoi on le fait pas. Moi, ça fait, depuis l'invasion de l'Ukraine, on aurait pu ne pas se solidariser de l'Ukraine. On avait laissé tomber en son temps la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc. On aurait pu dire, bah oui, c'est bon. On a décidé d'assumer le combat contre la Russie, au service de l'Ukraine, et on ne l'a pas assumé. Pourquoi est-on resté hypnotisé? Là, aujourd'hui, face à Trump, c'est ridicule de dire est-ce que je peux rentrer dans la salle? Je vais pas rester dehors. Hein. Bon, c'est ridicule comme position. C'est pas la position. La position, ça serait de réunir. Il y a quelques pays qui sont décidés. La Pologne, qui a quand même maintenant, on l'a dit, des équipements militaires tout à fait impressionnants. Les pays du Nord, les pays baltes, scandinaves, la Suède, même la Norvège, qui est pas dans l'Union mais qui est tout proche. Le Royaume-Uni, qui est quand même la France, et l'Allemagne, qui, je pense, Scholz a fait un discours un peu plus roboratif que d'habitude, et j'espère que ce qui va sortir la semaine prochaine sera un peu plus fort. Donc on se réunit et on dit maintenant, on décide d'agir ensemble. Alors dans le cadre de l'Union européenne sur toutes les questions économiques, commerciales, etc. Et puis l'OTAN, c'est pas très commode, mais on décide simplement de faire l'effort qu'il faut en disant on met 0,5% de plus de PIB le plus rapidement possible. On passe des commandes. Moi, je vous dis, j'avais eu un dîner avec des représentants des grandes boîtes d'armement français, des gens tout à fait remarquables, tels que les gens. Et pourquoi on donne pas plus à l'Ukraine en termes d'armes? Les types disaient, moi, on peut faire. C'était il y a 1 à 2 ans. On peut faire, mais il faut avoir des commandes. On va pas construire des tas de machins, puis après les types vont nous dire, ah bah non, maintenant on est bien avec Poutine, donc vous gardez votre camelote. Bon, ça c'est évident, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Et on n'a pas fait. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on est hypnotisé? Pourquoi on est incapable? C'est ça le problème. Et ça, j'ai pas de réponse. Mais c'est ça qui effectivement me conduit à avoir des nuits un peu trouées. Michaëla Wiegel. Oui, tout brièvement. Bon, je connais pas les nuits de Jean-Louis, ni l'état du couple franco-allemand, mais Elles sont moins belles que tes jours. Bon, j'ai un espoir en réalisant, non seulement on dit aller à Canossa, mais aussi les Allemands disent, et là c'est quand même assez exceptionnel, quand ils subissent une grande défaite, ils disent « j'ai vécu mon Waterloo ». Comprendra qui voudra. J'ai vécu mon Waterloo. Mais c'est nous, Waterloo, qui avons perdu. Tout à fait, mais quand même, c'est une expression allemande. Alors, en partant de ça, j'ai bon espoir que désormais, l'idée de faire des nouvelles dettes d'une forme ou d'une autre pour soutenir la défense européenne est une idée qui a fait son chemin et probablement, je sais plus qui parlait d'électrochoc. L'électrochoc de Munich était utile à quelque chose. À forger un consensus. Et donc, je pense la relation franco-allemande et les nuits de Jean-Louis ont un bel avenir devant eux. Vous allez faire sauter le verrou budgétaire. Je pense, oui. Non, mais le verrou, c'est un truc précis. Le frein à l'endettement sera, je pense, probablement contourné. Et je crois que c'est quand même un lueur d'espoir. Je vous remercie. Je crois que nous avons répondu là, ou en tout cas réagi là à la dernière des questions. Merci à vous, merci à l'école alsacienne.
Rendez-vous donc le 16 mars et puis rendez-vous mercredi pour la diffusion de ces échanges que vous venons d'avoir et dimanche prochain pour notre émission thématique sur l'utilité du référendum. Est-ce que je pourrais avoir un peu de silence et d'ordre sur cette... C'est insensé. Le désordre se met ici. Merci, à bientôt.